Voilà, bon, donc on va pouvoir commencer. Bonjour à tous les participants, à tous les intervenants. Bienvenue pour cette session des mardis techno dédiée au partenariat entre les laboratoires de recherche publics et les entreprises. Et donc, pour commencer, je vais juste faire un tout petit récapitulatif de qui est RobotiXpress et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, RobotiXpress est un cluster, donc une association loi 1901 qui a été créée par des entreprises en 2012, bientôt 10 ans. On a aujourd'hui 90 adhérents sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie et on est accompagné par la région Occitanie sur le fonctionnement du cluster. Donc, on a dans nos 90 membres à peu près 50% de PME, 20% de ETI grands groupes, 15% de start-up et 15% de laboratoires de recherche et écoles d'ingénieurs. Donc, par ailleurs, RobotiXpress est membre fondateur de la Fédération française des clusters de robotique, donc, qui regroupe l'ensemble des clusters de robotique de la France. Et la Fédération française est elle-même membre fondateur d'un cluster mondial qui s'appelle le GRC, Global Robot Cluster, qui regroupe une vingtaine de pays, donc depuis la côte ouest des États-Unis jusqu'à la Nouvelle-Zélande, passant par Israël, la Russie, la Corée du Sud, Singapour, etc. Donc, voilà, donc on est dans un environnement aujourd'hui où on va essayer de faire la promotion, je dirais, des partenariats qu'on peut mettre en œuvre entre les laboratoires de recherche et les entreprises, en se basant sur un certain nombre d'exemples. Et donc, aujourd'hui, pour nous accompagner sur cette conférence, nous avons en leader peut-être de la présentation Michel Tex du LAS, qui est donc, je ne sais pas Michel, si tu peux te signaler. Voilà. Normalement, non. Et son compère Marc Goutefard du LIRM, donc sont tous les deux membres du bureau de RobotiXpress. Nous aurons également une intervention de Olivier Compagnie du LIRM, et puis des interventions d'entreprises pour exprimer leur partenariat et expliquer un peu ce qu'ils ont fait. Donc avec Diane Bury pour la société Technalia, Olivier Lapierre pour la société Symétrie, et j'ai perdu qui intervenait, c'est Johan Andreu pour Naio Technologies. Et puis nous avons en backup deux experts des solutions de financement, donc Arnaud Bottin pour la DRARI, donc, ex des 2RT, donc service de l'État de la recherche, et puis Arnaud-Yves Boucham pour la région. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour la partie introduction et je vais laisser la parole à Michel Tex pour pouvoir commencer à parler du sujet qui nous concerne. Vas-y Michel. Merci Philippe. Donc, bonjour à tout le monde, donc, merci d'être présent. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a des discussions à travers des bureaux de RobotiXpress ou autres, en se disant, bon, ben, comment se passent les collaborations entre les membres de RobotiXpress et les laboratoires. Et c'est vrai qu'on n'avait pas une idée très précise, et donc c'est comme ça qu'est née cette idée de dire ben, il faudrait déjà qu'on commence à en discuter. Et pour en discuter, rien de mieux que des cas concrets. Donc c'est pour ça que je remercie les trois entreprises qui sont présentes, qui vont témoigner, parce que je pense que c'est quand même le point clé. Donc je ne vais pas parler longtemps, simplement avec Marc, on va vous donner les grandes collaborations qui existent. Voilà, peut-être que certains les connaissent, d'autres ne les connaissent pas. Donc, je vais commencer de la plus simple et puis Marc va terminer par les collaborations qui nécessitent davantage d'investissement de la part de l'entreprise. Alors, c'est vrai que la première chose qui est possible, il faut savoir qu'un laboratoire, c'est déjà quelque chose qui paraît évident, mais qui n'est pas si pratique que ça dans le laboratoire. Je vois que dans notre groupe de recherche, nous, on a eu peu d'expérience. C'est déjà la consultance. Donc, en gros, typiquement, c'est une PME ou une société ou une start-up qui va chercher une expertise vraiment très pointue pour avoir le conseil des chercheurs.
Donc, c'est vrai que nous, moi, les retours d'expérience qu'on a eu au laboratoire, ça a été en général des startups qui avaient besoin d'une compétence très pointue. Et alors là, effectivement, ben, c'est très variable, hein. Ça peut être une expertise sur quelques jours ou quelques mois. D'accord. Bon, là, la difficulté pour la PME, là, dans ce cas-là, ben, c'est souvent de connaître le chercheur, de trouver le chercheur qui va ben, répondre, qui a déjà résolu le problème qu'elle se pose. Voilà. Donc ça, c'est un cas particulier de collaboration, puisque c'est typiquement une collaboration avec un chercheur. Après, il y a des collaborations qui sont assez simples, qui sont ce qu'on appelle des collaborations, nous, qu'on appelle à travers des stagiaires. Donc là, c'est typiquement une entreprise qui va chercher les conseils d'une équipe de recherche. Donc là, c'est pas, elle va être à l'interaction avec un chercheur, mais à travers le travail d'une équipe de recherche. Donc, c'est souvent des collaborations qui se passent pendant la durée du stagiaire, c'est 5 à 6 mois. Alors, le coût, là, en général, il n'est pas beaucoup élevé pour l'entreprise, parce qu'en général, c'est le financement d'un stagiaire, plus un petit accompagnement. Alors, tout dépend comment c'est fait. Par exemple, moi, je me rappelle, il y a longtemps, j'avais fait cette collaboration avec une PME toulousaine dans laquelle la société n'avait pas la place d'accueillir le stagiaire. Elle n'avait pas le matériel, puisqu'il fallait une machine un peu performante, etc. Mais du coup, le stagiaire était venu au LAS. On avait fait un co-encadrement et du coup, ça avait permis à la société de faire un travail de R&D qu'elle n'aurait certainement pas pu faire. Alors là, c'est assez facile à monter, puisqu'en fin de compte, il suffit de connaître l'équipe de recherche. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de contrat de collaboration. Là, simplement, c'était moi qui ai accueilli le stagiaire. Bon, il suffit de se mettre d'accord sur qui finance le stagiaire. Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est le laboratoire, auquel cas la société reverse au laboratoire. Donc ça, je dirais, c'est des collaborations qui nécessitent, je dirais, peu d'investissement en temps de montage de collaboration pour l'entreprise. Donc, par contre, la difficulté, c'est de connaître l'équipe de recherche. Voilà. Donc, effectivement, si déjà vous avez l'habitude de travailler avec les équipes de recherche, ça c'est facile parce qu'on connaît les thématiques. Par exemple, si vous prenez le LIR, on sait très bien les spécificités du LIR ou du LAS, etc. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les collaborations qui sont après, je dirais, où l'investissement de l'entreprise est assez léger, c'est toutes les conventions CIFRE, dans lesquelles vous allez effectuer une recherche avec un laboratoire, donc vous allez employer, donc il faut voir qu'une CIFRE, vous allez avoir un exemple tout à l'heure, il y a Diane Bury qui présentera son exemple, son cas, dans lequel c'est l'entreprise qui recrute ce qu'on appelle le doctorant, parce que c'est pour faire une thèse pendant 3 ans. Donc, c'est-à-dire que soit il peut être recruté en CDD, soit en CDI. Et en général, le doctorant qui est un salarié de l'entreprise va partager son temps entre l'entreprise et le laboratoire. Là, il y a tous les cas qui sont possibles. Ça peut être un partage de quelques semaines, quelques mois dans l'entreprise et tout le reste au laboratoire, comme ça peut être l'inverse. Tout dépend de ce que attend l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment une R&D dans laquelle l'entreprise a vraiment besoin d'avoir de l'expertise d'un point de vue recherche, ou est-ce que c'est plutôt du transfert techno? Donc là, tous les cas sont possibles. Donc là, en général, c'est la durée de la thèse, c'est 3 ans, puisque CIFRE, c'est une convention industrielle de formation par la recherche, ça veut dire ça. Alors l'intérêt pour la société, c'est qu'effectivement, vous avez le 50% du salaire qui va être pris par la NRT. En plus, il y a le crédit d'impôt, le CIR. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, le salaire du doctorant, c'est à peu près, il faudrait faire le calcul exact, mais je pense que c'est plutôt autour de 40%. Par contre, comme il y a un contrat de collaboration, en moyenne, par rapport au laboratoire, la société va verser une certaine somme qui dépend un petit peu de l'investissement du laboratoire, qui est très variable. Là aussi, ça peut aller de 5 kilos par an à 20 kilos par an. Tout dépend de ce qui est attendu par l'entreprise. Alors, l'intérêt qu'il y a, c'est que c'est un système de collaboration qui est très léger, puisqu'en fin de compte, l'entreprise va recruter les doctorants, puisque c'est elle qui recrute un salarié, qui est d'ailleurs souvent, dans pas mal de cas, il y a des propositions d'embauche à l'issue de, bien sûr, la convention CIFRE. C'est elle qui signe avec le laboratoire un contrat de collaboration. Et alors, bien sûr, se pose la question, toujours pareil, dès qu'on fait de la collaboration, c'est la propriété intellectuelle. Voilà, donc ça, c'est clair que dans le contrat de collaboration, il faut que les conditions de propriété intellectuelle et aussi tout ce qui est conditions de recherche, typiquement, est-ce que le doctorant va passer 3 mois dans le laboratoire ou est-ce qu'il va en passer 2 ans sur les 3? Donc ça, c'est en général des choses qui sont
qui sont spécifiés au départ. Alors, ce qu'on fera, je pense que Philippe sera d'accord avec moi, c'est que sur le site de Robotics Place, on mettra un petit document avec des liens Internet qui vous permettent d'avoir vraiment les infos précises, parce que là, on ne va pas passer demi-heure à parler de chaque contrat, hein. Donc, on vous mettra un petit document, un petit PDF sur le site, je ne sais pas comment, enfin, Philippe verra, il nous donnera l'indication, de manière à ce que vous puissiez comme ça aller chercher des informations supplémentaires. Voilà. Alors, ça, c'est les contrats les plus simples. Ensuite, eh bien, il y a les contrats régions. Alors ça, vous allez avoir un exemple aussi à travers Nayo Technologies qui va en parler. Et là, justement, eh bien, on pourra laisser la parole à Monsieur Goucham pour nous dire un petit peu plus précisément, parce que c'est des choses qui évoluent, puisque c'est la région qui finance. Eh bien, effectivement, c'est des financements qui vont évoluer. Donc, peut-être après, on lui laissera la parole. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'au niveau région, il y a tout ce qui est accompagnement. Et là, je laisserai la parole à M. Arnaud Bottin pour nous dire quelques mots. Et c'est pareil, là, je pense que sur le site, si Philippe est toujours d'accord, je pense qu'on vous mettra des liens Internet de manière à pouvoir, parce qu'il faut passer du temps après, c'est clair qu'il faut passer un petit peu de temps si on veut vraiment se renseigner, de manière à ce que vous puissiez aller chercher les informations. Et si quelqu'un est intéressé, vous allez pouvoir comme ça voir jusqu'où on peut aller. Alors, bien sûr, un contrat région, mais c'est pareil. Ça va être une collaboration, hein, mais qui est plus ou moins variable. En général, c'est souvent 3 ans les contrats région, parce que souvent derrière, il y a un financement de Thésard. C'est qu'on va faire une collaboration en laboratoire. Mais le laboratoire, très souvent, moi j'en ai déjà eu, le laboratoire, il va recruter un Thésard pour pouvoir mener le travail, pour faire le transfert technologique. Donc, c'est vrai qu'un contrat région, ce n'est pas comme une cifre, parce que là, ce n'est pas l'entreprise qui va embaucher en général le doctorant. Là, c'est l'entreprise il va y avoir un financement de l'entreprise, un financement du laboratoire, et c'est le laboratoire qui va embaucher en CDD un doctorant pour faire une partie du travail de recherche. Voilà un petit peu au niveau des grandes lignes. Je vais laisser Marc parler des projets ANR et des projets un petit peu européens. Et après, on laissera la parole à M. Bottin ainsi qu'à monsieur, je ne me rappelle plus de la région, c'est M. Goucham. Voilà. Marc, à toi. Je te laisse. Merci Michel. Bon, je vais compléter assez rapidement parce que le temps file. Alors sur les projets ANR et les projets européens, donc c'est des projets collaboratifs pour la plupart, parce qu'il y a différents types de financement des deux côtés, surtout au niveau européen, il y a pas mal de programmes, mais pour aller vite, c'est des projets collaboratifs en général. Donc il y a des consortiums qui regroupent des universités, des fondations de recherche, des centres de recherche et des entreprises. Sur les projets ANR, donc c'est national, c'est des appels nationaux une fois par an. Aujourd'hui, actuellement, ils se font en 2 phases. Donc, il y a une première phase où on soumet un document très court de 2-3 pages. C'est une espèce de proposition, d'intention sur les projets qui sont relus et sélectionnés par des comités. Et si on est invité à la deuxième phase, là, on soumet un projet plus conséquent d'une 30aine de pages. Donc, c'est des montages qui n'est pas si lourd, hein. Le document n'est pas non plus si long, mais c'est très compétitif. Alors, ils vont essayer d'augmenter le taux d'acceptation dans les prochaines années. Mais actuellement, il est plutôt, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça dépend en plus des disciplines scientifiques, mais il est plutôt plus vers les 10%, 10-15% maximum. Donc, vous voyez que c'est très compétitif. Et c'est donc des projets collaboratifs qui durent typiquement 3-4 ans. Les laboratoires sont financés au coût marginal, les entreprises au coût complet, c'est-à-dire un pourcentage du coût complet. Alors, je l'avais sous les yeux avant, je l'ai déjà perdu, mais je peux vous retrouver ça facilement. Donc, c'est quand même une information importante. On a peut-être Arnaud Bottin qui peut nous… Voilà, le taux d'aide, oui, ça varie entre 25 et 50% du coût complet. Je crois que ça dépend aussi du statut de l'entreprise. Et pour les projets européens, donc c'est pareil, c'est des projets collaboratifs beaucoup plus gros qui doivent impliquer au moins 3 pays européens. Là, le dossier de soumission est conséquent, c'est 70 pages pour le document principal, mais il y a des annexes et tout un tas de complications. La sélection est tout aussi difficile, voire plus difficile que pour les projets ANR. Par contre, les budgets sont plus gros. C'est plutôt du type plusieurs millions d'euros par projet.
Mais bon, après, comme il peut y avoir beaucoup de partenaires, un projet ANR, c'est quand même typiquement 3, 4, 5 partenaires maximum en général. Projet européen, ça peut monter à 10, 15 partenaires dans un consortium. Donc, c'est des projets qui sont très lourds, mais qui ont l'intérêt d'être très visibles et souvent sur des sujets qui sont à la pointe d'innovation en termes de recherche, puisque la sélection est très compliquée. Voilà, je pense, j'en dirai pas plus. Et sur le projet européen, alors le financement, il y a des coûts directs, aussi bien en personnel qu'en équipement et autres coûts, les missions, etc. Mais il y a aussi des coûts indirects, donc qui sont 25% des coûts directs, qui prennent en compte les frais qui ne sont pas directement liés au projet, les frais de structure, etc. Et la subvention attribuée est calculée sur ces coûts, sur la somme de ces coûts directs et indirects. Sachant que pour les laboratoires et les fondations de recherche, c'est 100%, donc qui est pris en compte dans la subvention, et pour les entreprises, c'est 70%. Donc ça fait quand même des financements qui sont assez conséquents. Par contre, les justifications peuvent être complexes, c'est-à-dire qu'ils font très attention à tout ce qui est justification des coûts. Notamment pour les personnels, il faut suivre le temps des personnels et pouvoir le justifier plusieurs années après. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je passe la parole peut-être à, je sais pas, peut-être à Monsieur Goucham. Je sais pas, Monsieur Goucham, si vous voulez brancher votre micro et caméra pour apporter un élément complémentaire. En fait, oui, j'ai enlevé caméra parce que j'ai un problème de débit, je suis à la campagne. Donc oui, en fait, moi, au niveau des outils, il existe des outils à la région. Donc, je ne vais pas parler de tout parce que c'est très long et complexe et rébarbatif. Bon, il y a les allocations publiques-privées, allocations doctorales financées en partie par donc la partie laboratoire public. Puis il y a une partie qui est apportée par la région. La région donne en gros chaque année 8 millions d'euros sur les allocations doctorales. Donc, c'est 3 ans et sur toute thématique. Donc ça, c'est je dirais l'entrée, la première entrée. Après, il y a les projets, appel à projets portés par la direction des entreprises qui s'appelle ReadInnov. C'est un appel à projet en fait qui est au fil de l'eau, donc c'est pas vraiment un appel à projet, c'est-à-dire qu'on peut y aller quand on veut, demain, tout à l'heure, c'est ouvert. Donc c'est un laboratoire ou des laboratoires qui acceptent de travailler sur un projet d'entreprise ou de plusieurs entreprises. Ici, l'entreprise, elle a une vision de chiffre d'affaires, un marché, c'est-à-dire qu'en gros, dans les 2-3 ans, elle doit avoir une vision sur 2 ou 3 ans. Voilà, elle s'oriente vers un marché, elle dit voilà, elle sait qu'elle va aller embaucher du monde ou pas, enfin du personnel, etc. Elle vise à chercher un chiffre d'affaires, etc. Voilà, ça c'est des appels à projets. Vous pouvez y aller de façon continue. Vous tapez ReadInnov sur Occitanie, sur le site de recherche, soit Google par exemple, et vous allez retrouver tout de suite les cahiers des charges. Donc ça, vous pouvez y aller, c'est extrêmement intéressant. Après, il existe un élément qui n'est peut-être pas assez utilisé indirectement par les entreprises. C'est-à-dire que la région, par exemple, finance au niveau des laboratoires de recherche, au niveau TRL, géré 2-3. En gros, les chercheurs qui ont envie d'aller vers de la valorisation économique, enfin en tout cas aller vers un transfert de techno, en tout cas maturer une technologie pour essayer ensuite d'en faire un transfert, etc. Il existe un appel à projet qui s'appelle prématuration. La région finance jusqu'à 120 kg € le chercheur pour lui permettre un peu de maturer cette techno pour qu'ensuite il puisse aller la présenter à des industriels ou créer une start-up si ça va jusque-là. Là, c'est peut-être intéressant pour les entreprises d'être proches des laboratoires pour voir un peu les technos qui sont émergentes. En gros, quelles sont les technologies qui aujourd'hui sont en développement et qui pourraient être intégrées dans un process industriel ou aboutir à un produit final, etc., qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché. Ça peut être extrêmement intéressant d'avoir une vision un peu de prospective de cette façon-là. Et ça pourrait être même extrêmement intéressant si la R&D interne de l'entreprise, donc en gros les ingénieurs de l'entreprise qui sont en gros autour de TRL 8, 9, etc., s'ils ont un marché, prennent la tâche des laboratoires qui travaillent au niveau TRL 2, 3. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller vraiment vers de l'innovation de rupture. C'est le seul moyen d'aller vers l'innovation de rupture, c'est en fait de mélanger des technos de maturation différentes pour viser des marchés qui peut-être ne sont pas existants, ou en tout cas qui permettent d'être leader si on a une avance technologique. Donc ça, c'est peut-être des outils à utiliser indirectement, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise s'approche du labo en lui disant, voilà, ce que tu es en train de faire là, ça m'intéresse. S'il y a quelque chose qui en sort, moi, je veux être le premier à être informé, ou en tout cas, voilà, il y a peut-être une négociation à mener dès le départ. Donc ça, il faut vraiment l'utiliser. Il y a un outil qui existe en région qui s'appelle GRAIN. C'est un groupement de recherche
autour des applications industrielles. Là, c'est pareil, c'est une entreprise qui arrive avec un projet. Le labo accepte de travailler sur ce projet-là. Donc, il est dirigé, donc le projet est dirigé par l'entreprise. Et donc, la région, elle intervient sur le financement. Si c'est une PME, la région, elle peut intervenir à 75% de l'enveloppe financière, avec un plafond pour le labo qui est de 500 000 €. Donc là, ça peut être extrêmement intéressant. Et en plus, l'entreprise, elle peut s'associer, si elle n'arrive pas à intervenir financièrement de façon assez forte, elle peut s'associer avec d'autres entreprises, plusieurs petites PME, TPE, puisque là, c'est la somme de l'enveloppe privée qui permet de calculer le financement public. Et en plus, dans le GREN, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi vous associer avec des entreprises hors de la région, même nationale ou internationale. Ce qui compte dans ce dispositif-là, c'est que chaque partenaire industriel intervienne dans le financement et qui permette de faire de l'innovation sur le territoire. Voilà. Ce qui est aussi intéressant dans GREN, c'est que vous pouvez financer des étudiants en stage ou docteurs, etc., donc des ingénieurs, des CDI, des postdocs. En fait, c'est un dispositif qui a plusieurs options ouvertes, extrêmement intéressant. La différence entre GREN et Redinov, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est R&D collaboratif. Redinov, c'est un projet d'entreprise sur 2 ans, avec une visée marché, etc. GREN, on ne vise pas de chiffre d'affaires, on ne vise pas un marché, c'est un outil d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise et ou les labos ou les entreprises montrent qu'elles sont capables de travailler ensemble sur une longue durée. C'est-à-dire 5 ans, quelque chose comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est que le labo, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il développe une certaine confiance entre le labo et l'entreprise et que sortent les vraies idées qu'il y a dans les labos et sortent les vraies stratégies qu'il y a dans l'entreprise. Et l'idée est vraiment là de prendre le temps de développer des technos plus mûrs, peut-être plus leaders, voilà, aller vers des choses plutôt de rupture qui permettent vraiment d'être leader sur son marché, plutôt que de faire de l'innovation incrémentale. En plus, là, vous pouvez y associer des étudiants. Tout le monde connaît les LabCom, enfin, les gens connaissent beaucoup les LabCom qui sont financés par l'ANR. Sachez que les GREN sont mieux financés qu'au niveau régional et ils ont beaucoup plus d'options. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment le voir comme un outil de travail et non pas un projet de R&D sur 2 ans ou 3 ans. C'est là où vous avez des erreurs possibles. Il faut vraiment savoir jouer avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, si par exemple, il y a une vraie entente entre les industriels, par exemple un cluster comme le vôtre, où il y a des entreprises et des labos, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas, ce grain-là qui est très thématisé, très industriel, ou qui s'oriente vers une application industrielle, parce que ça ne vaut pas le coup, par exemple, de le coller de façon annuelle sur les étudiants 3e ou 4e année, une école d'ingé ou Polytech. Enfin, voilà, en gros, avoir une vraie vision stratégique pour l'avenir, parce qu'associer des étudiants en formation, la recherche et l'industrie au niveau des projets, je pense que ça peut être stratégique à la fois pour l'entreprise, pour le labo et pour les étudiants. Donc voilà, c'est un dispositif vraiment, il faut savoir l'utiliser. D'ailleurs, il y a certains industriels là qui sont dans le groupe là, de travail l'ont utilisé. Ils pourraient à la limite dire ce qu'ils en pensent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le chercheur peut aller dans l'entreprise et réciproquement ou faire un lieu commun ailleurs. C'est-à-dire que là, j'ai des graines où les chercheurs vont diriger la R&D interne de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça donne des choses extrêmement intéressantes et donc ça donne des mélanges entre le privé et le public qui est extrêmement intéressant et qui aboutissent vraiment à des projets de très bon niveau. Donc voilà, en gros les dispositifs dont je voulais parler, en sachant qu'il y en a d'autres, mais voilà, je pense que je parlais des majeurs. Merci, Monsieur Goucham. Du coup, Michel, je propose qu'on commence à parler un peu des témoignages d'entreprises. Oui, sauf si M. Bottin voulait dire un mot par rapport au process d'accompagnement, rapidement, en 2 minutes. Oui, donc je pense qu'en fait, il y a une grande diversité d'aides avec des périmètres différents et en fait, toute entreprise, selon son ambition, selon les projets qu'elle a, peut trouver une aide qui est adaptée à son projet et à son ambition. Donc effectivement, depuis une simple consultance, une prise de contact avec un laboratoire, jusqu'à la participation à un projet européen, ou alors effectivement un partenariat multi-annuel tel que l'a décrit M. Goucham. Donc il y a une grande diversité. Et on peut se perdre en fait dans cette diversité. Il y a l'opérateur du conseil régional notamment, et puis il y a les opérateurs nationaux, il y a l'ANR, et puis derrière il y a encore des financements du type qui ne sont pas ciblés,
qui sont les financements apportés par le crédit impôt recherche ou le dispositif Jeune Entreprise Innovante. Donc tout cela, effectivement, est très vaste et complexe, et donc il est important aussi que vous, en tant que société, trouviez quelqu'un pour vous accompagner, vous conseiller, ou trouviez les points de contact qui seront spécialistes des différents dispositifs auxquels vous pouvez émarger. Donc notamment, bon, la ADOC, l'Agence régionale d'innovation, peut vous accompagner. La DRARI, en ce qui me concerne, peut vous informer sur le dispositif Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante, et CIFRE également. Et vous avez les CCI, hein, qui font partie du réseau animé par ADOC de toute façon, hein. Voilà, tout cela fonctionne en réseau. Si vous entrez par une porte, vous avez accès aux autres. Pour les startups, vous avez aussi FT Central, la French Tech Toulouse, qui vous donne l'entrée à diverses administrations de l'État qui peuvent intervenir pour vous aider dans le montage de vos projets de R&D. Donc je ne vais pas en dire plus. Okay. Merci. On va commencer par les témoignages. Donc, on aura tout à l'heure 2 témoignages, je dirais, de responsables d'entreprise. Donc, c'est aussi bien de commencer par un témoignage de quelqu'un qui a vécu la collaboration à travers une thèse CIFRE. Donc, je laisse la parole à Diane Bury, qui se présente et qui parlera donc de son expérience. Diane, à toi. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai fait ma thèse en CIFRE entre le laboratoire du LAS à Toulouse et l'entreprise Technalia France. Mon sujet de thèse, c'est la planification de mouvements de manipulation pour robots parallèles à câble. Et je l'ai fait notamment avec, en tant que directeur de thèse, Marc Goutefard et Jean-Baptiste Isard en tant que responsable scientifique dans l'entreprise. Je peux vous montrer une petite vidéo pour vous montrer les résultats et un petit peu le travail que ça a donné. Philippe, tu permets de partager l'écran? Je crois que j'ai le bouton, alors ça doit marcher. Alors, donc, voilà, c'est un extrait de ma thèse, fin de ma présentation. Donc, vous voyez l'écran, c'est bon? Oui. Alors, voilà, donc ça, c'est le robot à câble Kojiro créé par Technalia et le LIRM. Et j'ai généré des mouvements de manipulation qui ont permis, du coup, à la plateforme donc, du robot à câble d'attraper et de déplacer des palettes. Donc, ça a été un travail assez logiciel jusqu'à la fin où j'ai pu faire des applications sur le robot. Alors forcément, ma thèse est tombée avec le Covid, donc il y a eu des complications parce que j'ai pas pu me déplacer sur la dernière année, mais on a réussi à distance à faire ça. Et voilà une autre des démos. Donc à gauche, vous pouvez voir la partie simulation. Et à droite, le robot, donc il simule des opérations de perçage, par exemple, sur la rampe. Donc, moi, j'ai fini ma thèse en décembre dernier. Elle s'est très bien passée, de mon point de vue, en tout cas. Ça a été une thèse CIFRE un peu particulière parce que c'était pas forcément prévu comme ça dès le départ, mais au final, j'ai passé assez peu de temps dans l'entreprise et beaucoup de temps au laboratoire. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est vraiment principalement mon temps au laboratoire. Après, on n'était pas dans la même ville avec l'entreprise, entre Toulouse et Montpellier, donc ça n'a aussi pas facilité. Mais ça s'est bien passé quand même, en fait. C'est vrai que je pense que... Ah oui. C'est vrai que je pense que c'est pas représentatif de toutes les thèses, mon expérience, de toutes les thèses CIFRE. Quelques points importants, je pense, dans la thèse CIFRE, c'est qu'il y a vraiment un responsable scientifique dans l'entreprise, scientifique technique régulier et disponible, ce qui a été le cas pour moi, avec Jean-Baptiste. Et peut-être qu'il y a un peu manqué dans ma thèse à la fin, c'est l'encadrement un peu plus général et administratif, parce que
suite aux problèmes de direction, et ben à la fin de ma thèse, j'ai moins eu de contact avec l'entreprise. Et je pense que c'est important pour les entreprises de vraiment anticiper la fin de la thèse. Les doctorants sont souvent très occupés, mais c'est important pour l'entreprise d'avoir accès au code, la documentation, le transfert de savoir si le doctorant n'est pas embauché, etc. Si vous avez des questions. Ok, merci Diane. Peut-être on fera les questions après. Peut-être je propose. Hein. Alors juste, vous voyez très bien que cette thèse, elle s'est faite, se chiffre entre 2 laboratoires, à la fois Montpellier et Toulouse, et une boîte sur Montpellier. Donc c'est qu'en gros, c'est un cas un peu particulier. Outre le Covid, effectivement, qui a empêché Diane d'aller sur l'entreprise la dernière année, c'est aussi un cas particulier. Donc peut-être on va laisser là maintenant un deuxième témoignage de Nayo Technologies. Je laisse Joan prendre la parole. Et bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Joan. Je suis responsable R&D à Nayo Technologies. Je bosse, enfin, c'est une boîte qu'on a créée donc en 2011 autour de la robotique agricole. Beaucoup connaissent ici, mais globalement, ça fait depuis 2013 qu'on a sorti un premier robot autonome de plein champ et on essaie de répondre à des problématiques comme ça d'enherbement, de désherbage avec des robots autonomes et électriques. Alors, il y a un côté innovation clair dans ce qu'on fait, c'est des nouveautés. Et je vais avoir un discours un peu tranché avec tout ce magnifique monde de la recherche, des subventions et de l'industrie. Alors, la recherche, c'est super, les subventions, c'est super, l'industrie, c'est super. Mais quand les trois sont ensemble, c'est quand même un peu c'est le début des embrouilles quand même, hein, globalement. C'est assez compliqué. Les mécanismes sont assez compliqués à trouver. C'est vrai qu'au début, si je devais faire une rétrospective, quelques années, si on devait remonter, on a utilisé des dispositifs qui nous ont aidés, mais qui nous ont coûté presque autant que ce que nous ont rapporté. C'est-à-dire que il y a une payload, si vous voulez, d'organisation et de suivi de projet qui est pas négligeable. Il y a aussi, quand on commence une aventure comme ça, même si on a de l'expérience, on n'a pas tous monté des projets et ce genre dans ces dispositifs avec ces appels à projets. On est souvent un peu vierge de ce genre de dispositif. Alors, même si on a fait 20 ans de R&D, monter des dossiers, c'est jamais évident. On s'aperçoit qu'on est pas trop parti souvent sur des bons dispositifs. C'est super important de se faire accompagner, je trouve aussi il y a des sociétés externes qui font ça très bien. Il y a aussi le fait que c'est difficile, on vous parliez de niveau TRL tout à l'heure, c'est clair qu'il y a un gap entre un TRL 4.5 et un TRL 8.9. Et ce gap au milieu, il est compliqué à adresser. Le transfert de compétences d'un labo vers une boîte comme Nayo, où on essaie de vendre des produits finis, c'est toujours très difficile. Alors après, nous, la collaboration avec le LAS en particulier se passe toujours bien sur tous ces sujets-là, parce que bon, on a pris l'habitude de bosser ensemble au début par des stagiaires. On a aussi embauché plein de gens qui sortaient de ces écoles-là. Donc ça, c'est super important d'avoir ce lien-là, parce que ça permet quand même de cibler des bons dispositifs aussi. Hein, donc c'est super important d'avoir des bons contacts avec le monde de la recherche, parce que ça peut aussi nous amener des projets, puis nous aussi, on peut les alimenter en projet avec des petits doutes qu'on a. Ensuite, sur la partie dispositif en lui-même, c'est compliqué, oui et non, c'est-à-dire c'est normal. Il y a quand même l'État qui va nous donner de l'argent, donc c'est normal de prouver voilà, comment on va s'en servir, où, qui, comment, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Donc c'est compliqué, mais un peu comme les impôts, quoi. La déclaration des impôts, c'est compliqué, voilà, mais il faut le faire et c'est bien normal, quoi. Tout ce qui est dispositif CIR aussi, c'est assez tendu, c'est assez compliqué à faire. C'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Bon, de l'autre côté, c'est de l'argent qu'on nous donne, donc c'est normal, il faut montrer patte blanche. Ce que je reprocherais, moi, globalement, à tous ces systèmes, c'est qu'il n'y ait pas un modèle un peu plus descendant. C'est-à-dire que ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas, de la part des organismes étatiques, régionaux, tout ça,
des émissaires, hein, même si quand ils sont là, ça se passe toujours très bien, qu'il y voir des nouvelles entreprises. Bon, Nayo, nous, ça y est, on commence à être connus, etc. Mais quand on monte sa société, c'est dommage qu'il n'y ait pas un lien plus fort où les gens vont proposer directement, vous avez droit à ça, on va vous aider là-dessus. Ça, c'est assez difficile à percevoir, même si c'est fait. Ensuite, le rapport avec le monde de la recherche, il est compliqué. On n'est pas du tout sur les mêmes, vraiment sur les mêmes phases. Il y a des publications à faire, il y a tout un tas de critères à remplir pour faire augmenter l'état de l'art. Et souvent, l'état de l'art, dans l'industrie, on s'en fout un petit peu, quoi, hein. Honnêtement, on a une vision assez pragmatique, on veut aller au résultat. Et les deux ne sont pas forcément compatibles, même si on fait des choses innovantes. Si je prends l'exemple de Nayo, sortir des robots de plein champ pour aller biner avec des robots légers, c'est très innovant. Si on fait un dépôt, par exemple sur un PSPC, qui est un dispositif national où on monte un consortium, il faut établir une grosse roadmap, il faut dire on va travailler là-dessus, 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 là-dessus. On va engager de l'énergie là-dessus, il faut trouver des partenaires. Bon, par exemple, le LAS, on a fait un PIA3 qui a été pas mal avec le LAS, qui était le projet des serveurs. J'en parlerai juste après. Donc, quand on monte ce genre de projet, il faut vraiment montrer patte blanche, tout détaillé. Ce qu'il se passe, c'est que souvent dans le monde de l'entreprise, on va vite changer de fusil d'épaule parce qu'on a une opportunité à droite et à gauche. Donc, malheureusement, des fois, ces dispositifs peuvent nous enfermer dans des canevas. Et quand on a lancé un sujet de recherche avec un projet sur 2 ou 3 ans, c'est assez chaud et compréhensible, hein, pour le labo de changer, lui, de fusil d'épaule. Une thèse, c'est sur 3 ans. C'est clair que si au milieu, on casse quelque chose, c'est compliqué. Les thèses chiffres là-dessus sont peut-être beaucoup plus malléables parce que comme le thésard est intégré dans l'entreprise, on peut le voir comme un super ingénieur qui va développer un TRL, qui va travailler sur un TRL plus faible. Donc il y a ce côté aussi enfermement dans une roadmap. Ça, c'est assez compliqué. Au début, hein, dans les premiers exercices qu'on a fait, on a eu du mal à justifier le travail qui a été fait parce qu'on avait changé de fusil d'épaule. Avec le LAS, par exemple, on a fait un projet sur 3 ans, même 4 ans, qui s'appelait le projet Désherbeur, donc dont le but était d'amener un peu nos robots à un niveau d'autonomie un peu plus haut. Donc, on a beaucoup bossé sur de l'image, de la détection, du mouvement. Et au milieu du projet, nous, on a arrêté de se casser les dents sur des TRL trop faibles parce qu'on avait des clients qui voulaient un robot. Donc, on est passé à un système de navigation GPS centimétrique. Du coup, on n'avait plus besoin d'image. Donc ça fait des dissonances après dans les soutenances qu'on fait aux différents organismes. C'est assez compliqué comment dire, c'est facile à expliquer, mais c'est assez compliqué à soutenir quand on a beaucoup d'acteurs. Donc c'est super important d'être bien accompagné. Nous, on a pris l'habitude maintenant de se faire accompagner par des sociétés qui font du CIR, qui font des dépôts de dossiers, et on ne le regrette pas, parce qu'en termes de se faire tenir le stylo dans ces méandres administratifs et financiers, c'est quand même super confortable. D'autant plus que pour la plupart des dispositifs, il y a des aides pour justement se faire accompagner. Par exemple, sur des projets comme un PIA3 de mémoire, on peut y intégrer les coûts d'accompagnement du projet. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des gens dont c'est le taf. Ensuite, je disais, la relation avec le labo, elle est super importante parce que ils ont plein de savoir et c'est très difficile à extraire. Donc, c'est vrai que les travaux qu'on a fait ensemble, c'était souvent assez séparé. C'est-à-dire qu'on avait quand même du mal. Ils travaillaient sur nos sujets, mais les sujets sur lesquels le LAS, par exemple, travaillait, avaient du mal à arriver dans Nayo. Pourtant, on avait des stagiaires, on bossait sur des sujets, on avait des gens partagés. Ça, c'est toujours assez compliqué à faire. C'est vrai. Ensuite, les sujets avec des consortiums, par exemple le PSPC, dès qu'on travaille avec plusieurs entités, alors là, c'est vraiment c'est la boîte de Pandore si on est le porteur du projet, parce qu'il faut s'assurer que tout le monde est en accord. Donc là, c'est carrément une ressource dédiée à de la gestion vraiment un suivi de projet, de la gestion de projet. Sauf si on n'est que partie prenante, où là, il y a d'autres sociétés qui vous appellent en disant, tiens, je monte un projet, ça serait super intéressant que vous participiez à ça. Et là, même là, c'est dangereux. Je m'explique aussi pourquoi. Quand on part sur un projet comme ça, on a des subventions
et quand on a des subventions sur un sujet, on peut risquer le fait de ne pas en toucher avec des dispositifs beaucoup plus intéressants. Et donc ça, c'est assez piégeux, il faut vraiment avoir connaissance de ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien être inclus dans un petit projet où on va toucher une subvention de, je ne sais pas, je veux dire, à 300 000 € par exemple, sur un sujet, partagé à 3 boîtes, donc ça fait 100K, on va dire, pour chacun, et donc une thèse de chiffres, plus quelques frais généraux, sur un sujet qui pourrait être, comment dire, carrément déposé à un projet européen comme le lycée Accelerator, on pourrait aller chercher 10 millions d'euros. Et hop, ça va vous fermer la porte pour 100 000 € de subventions beaucoup plus intéressantes qui peuvent vraiment motoriser votre entreprise et la faire grandir. Donc ça, c'est pareil, c'est un piège à éviter dans tous ces méandres administratifs, financiers, de montage de dossiers. Autre chose aussi, pareil, un industriel, il n'est pas que la victime, hein, il est aussi coupable souvent. Hein. On change souvent de fusil d'épaule parce qu'on doit s'adapter très vite. Et donc, on fait mal, on fait mal au labo, il faut quand même le dire. Quand on décide de ne plus faire d'image parce qu'on va intégrer du GNSS, il y a quand même beaucoup de désillusions derrière de la part des labos. On dit « Oh merde, on a développé un état de l'art génial et vous ne pouvez pas l'intégrer. » On sait tous pourquoi, parce que c'est un peu long et qu'on a une solution pragmatique à côté qui marche en claquant des doigts. On met une antenne centimétrique et hop, le robot bouge. Donc, c'est quand même beaucoup de pièges, tous ces dispositifs. Alors, c'est vraiment cool qu'ils existent, hein, ça, je ne reviens pas là-dessus. Hein, c'est vraiment génial que la région me permette de toucher ces subventions. Le Redinov, il est peut-être, j'y ai bossé un petit peu dessus, c'est peut-être un des meilleurs dispositifs, le PIA3 qui existe. Je pense que le Redinov, pour des petits projets dans votre société, si vous voulez développer par exemple une nouvelle antenne pour guider le robot, le Redinov avec un labo et le NES derrière, ou un labo comme guide sur Toulouse par exemple, ça peut vraiment aider. C'est vraiment des très bons dispositifs. Mais il faut vraiment avoir bossé avec des gens qui ont déjà bossé avec ces dispositifs. Alors c'est un peu récursif hein, comme approche. Il faut déjà avoir bossé avec ces dispositifs pour bosser avec ces dispositifs. Du coup, l'entrée, la première marche, l'accessibilité, on va dire la bonne porte d'entrée, celle qui est rentable pour tout le monde, le labo, la boîte et l'État qui s'assure que derrière, ou la région, qui voit donc un développement d'une activité, parce que c'est pour ça qu'ils mettent des sous, hein, carrément, c'est pour créer du business, c'est pour que les entreprises embauchent, pour qu'elles se développent. Hein. Eh bien, c'est pas évident. Voilà. Ça, c'est mon... je ne montre pas de chiffres, j'avais préparé 2-3 trucs pour expliquer, mais je préfère aborder le sujet sous cet angle-là, qui est de dire il y a beaucoup de dispositifs, c'est compliqué. S'il y a des entrepreneurs autour de nous, faites-vous accompagner, c'est super important. Il faut aussi, pour être bon là-dedans, prendre des stagiaires dans les sujets qui nous intéressent, parce qu'on tisse un tissu de relations avec les chercheurs qui sont souvent chercheurs enseignants, donc ils sont souvent dans un labo à droite, à gauche, et on rentre comme ça, par exemple nous avec le LAS, je crois que je sais pas qui je ne connais pas du LAS aujourd'hui, à force d'échanger, de travailler avec eux, mais on est rentré par exemple par la porte de l'Uxitech. C'est comme ça qu'on s'est connus. Le LIR, moi je connaissais parce que j'ai fait mes études à Montpellier, donc en robotique là-bas il y a de nombreuses années, mais on ne connaît pas les personnes. Donc vraiment de rentrer par la porte des stagiaires, c'est je trouve une très bonne porte d'entrée avant de se lancer dans ces dispositifs. Et ensuite, rencontrer des personnes de la BPI, de la région aussi pour en parler, c'est vraiment super important pour se faire une idée. Par contre, ça prend un max de temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir que derrière, on ne va pas monter un dossier sur un coin de table et penser que même si on a droit, parce que l'idée est géniale et que vraiment on a tous les feux au vert, que ça va être facile. Donc ça prend du temps, c'est consommateur. Il y a souvent une ressource dédiée à ça. Au début du projet, en tout cas à la fin, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça coûte un peu d'argent d'aller en demander aux institutionnels. Voilà, donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est ne pas s'enfermer dans une roadmap qu'on a définie, même si on travaille avec un laboratoire. Le labo, c'est triste, hein, mais
pour la société, c'est super important pour l'entreprise, pour l'industriel, d'être capable d'être agile là-dessus. Et attention, les TRL trop faibles et les TRL hauts, au milieu, il y a vraiment une vallée de la mort. C'est vraiment l'enfer que de sortir quelque chose d'un labo. Voilà. J'ai essayé d'être assez générique, j'ai fait des grandes généralités, j'ai balancé des grandes phrases comme ça, mais en fait, c'est le ressenti, c'est le mien, et celui-là, généralement, un aïeau. On adore bosser avec les institutionnels, mais c'est chaque fois super compliqué, et c'est pas la faute de l'institutionnel, c'est pas la faute de la région, c'est pas la faute de la boîte, c'est vraiment c'est le contexte, c'est tout l'ensemble qui rend la chose très compliquée, quoi. Je te remercie, Joël. Je pense qu'il y aura des questions après. Tu auras des questions. On va passer la parole à Symétrie, à Monsieur Lapierre, oui, c'est ça. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, vous m'entendez? Allô? C'est bon? Oui, c'est très bien, très bon. Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Mais je crois qu'il y aura une intervention aussi d'Olivier Compagnie qui va venir m'aider. Donc, je suis Olivier Lapierre, je suis le co-créateur de Symétrie. Et donc, Symétrie, on a des relations, je dirais, de longue date avec des laboratoires de recherche. Il faut savoir que le premier embauché chez Symétrie, donc on est 2 co-créateurs, Olivier Lapierre et Thierry Roux, et le premier embauché s'appelle Gilles Gueulez. Il est arrivé avec nous le premier jour, la première heure, il était en thèse CIFRE. Donc le premier embauché, ça a été un thésard en thèse CIFRE, et depuis, il est devenu, il est toujours chez Symétrie, 20 ans après, il est même devenu un des actionnaires de Symétrie. Là. Et à l'époque, c'était un thésard qui avait été pris directement en contrat à durée indéterminée. On croyait en l'avenir. Et on avait déjà des collaborations donc dans le cadre de cette thèse, mais aussi à côté, avec en particulier le LIRM et un dénommé François Pirot, qui est devenu très connu maintenant. Il y a 20 ans, il était un petit peu moins. Donc François, il avait été contacté par le CEA pour travailler sur les ébauches, je dirais, les premières approches sur le laser mégajoule, le système de positionnement de la cible du laser mégajoule pour le CEA. Et donc, il nous a permis ensuite de collaborer avec le CEA et de développer un programme très, très important pour la suite et le développement de Symétrie. Donc, je fais vite, je ne vais pas vous faire les années les unes derrière les autres. Je vais en venir directement aux dernières années. Et pour dire que Symétrie, dans un premier temps, donc on travaillait, pendant une dizaine d'années, on a travaillé avec le LIRM de manière plus ou moins formelle ou informelle, je ne sais pas quelle est la notion. Mais après, on a décidé de travailler de manière plus formalisée. Et moi, je cherchais aussi, contrairement au témoignage précédent, à cadrer. Parce que nous, la R&D, ça partait des fois un petit peu dans tous les sens. Et moi, je cherchais aussi un principe de cadrage de notre R&D, de cadrage interne, mais aussi de cadrage vis-à-vis de nos partenaires. Parce qu'un point qui a été relevé, c'est des fois, ce n'est pas facile de travailler dans les avec des laboratoires, en particulier si le laboratoire travaille sur plein de sujets en même temps que le vôtre. Et j'avais trouvé intéressant, et j'ai trouvé très intéressant, une démarche autour d'un LabCom. Donc, le LabCom, c'est un laboratoire commun de recherche. C'est un programme qui est managé et financé par l'ANR. Et donc, Symétrie a eu la chance, il y a maintenant, je pense, au moins 5 ans, d'être choisi. Enfin, on a déposé un dossier, donc on est passé à l'écrit et ensuite on avait à l'époque un oral. Et donc, on a pu développer un laboratoire commun de recherche sur une thématique, sur la stabilité des hexapodes, pour faire simple, dans le cadre d'un LabCom. Donc, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, à l'époque, j'avais croisé des personnes de la région Occitanie en leur disant que c'était une idée très, très intéressante. Et je crois que Perse, quelque part, Graines, pardon, et je dirais, ça les a confortés dans leur idée de développer le programme Graines. Et donc, nous, on a eu la chance à la fin du LabCom, parce qu'un LabCom ANR, ça a une durée déterminée, c'est 3 ans. Suite au LabCom ANR, on a proposé à la région Occitanie de continuer ses travaux dans le cadre d'un laboratoire, enfin du programme Graines. Et donc, on a monté, je dirais, quelque part, un nouveau laboratoire commun de recherche dans le cadre de ce programme Graines avec la région Occitanie. Et là, on est en cours actuellement, cette opération est toujours en cours, on en est à peu près à la moitié. Donc, la grande différence entre Graines et Perse, c'est qu'entre LabCom et Graines,
c'est que dans le LabCom, l'entreprise peut amener, entre guillemets, que des heures et du matériel, sonnant et trébuchant. Et dans le programme Graines, par contre, l'entreprise, là, doit amener, il y a un équilibre, enfin, il y a un pourcentage financier à amener. Donc, pour rebondir sur les propos de monsieur tout à l'heure, je ne sais pas si la région aide plus ou moins que l'ANR, c'est pas le souci. Je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et je trouve que pourquoi ça fonctionne bien? Parce que ça cadre bien le sujet entre l'entreprise et le laboratoire. Il y a un sujet bien déterminé et chacun a des engagements et des engagements qui sont quand même relativement simples à tenir parce que les objectifs sont clairs. Voilà. Donc, je trouve que ce type de programme, je pousserai toujours à ce que ce type de programme soit développé, amplifié ou en tout cas maintenu, c'est que ça permet quand même aux deux parties, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens du côté de l'entreprise, une équipe, je dirais, assez dédiée à un sujet, je dirais, identifié et moteur pour le développement de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est très, très important. Ça a donné des bons résultats sur le LabCom et c'est en train de donner aussi des excellents résultats sur le dispositif Graines. Le nom de l'acronyme de notre laboratoire, il s'appelle PERS. C'est, je crois, créé par Olivier Compagnie, donc qui m'écoute et qui peut intervenir. Voilà, donc tout ça pour vous dire que nous, chez Symétrie, voilà, c'est dans les gènes de Symétrie, c'est dans l'ADN de Symétrie de travailler avec des laboratoires, de travailler, d'accueillir des thésards ou d'embaucher des thésards. Pour Madame Bury, il y a un thésard qui a travaillé avant vous sur le programme avec Marc Goutefard, qui s'appelle Johan Lamoury et qui est maintenant en charge de la R&D logicielle des robots chez Symétrie. Donc voilà, je pense que c'est ça, il faut que l'entreprise s'inscrive petit à petit dans une démarche de collaboration avec les laboratoires de recherche. Et la meilleure des collaborations, c'est de monter, pour moi, des structures communes ou d'accueillir des thésards. Donc là, on est en train d'embaucher un nouveau thésard en CIFRE. Donc, on va démarrer une nouvelle thèse CIFRE avec le Lyon. Donc, on en est, je crois, à 3 docteurs chez Symétrie et 2 thésards actuellement, si je compte celui qui est sur le laboratoire commun et celui qui va démarrer dès le 1er septembre. Voilà, bon, pour moi, c'est un moteur de développement, c'est un accélérateur de développement, d'accueillir et de s'inscrire dans ce type de programme. Alors que je suis d'accord avec les témoignages précédents, ce n'est pas simple, ça demande un investissement, mais comme tout investissement, ben, normalement, si ça se passe bien, on a un retour sur investissement et donc c'est un accélérateur de technologie et donc de business, parce que bon, on est quand même aussi des entreprises qui devront développer du chiffre d'affaires et des résultats pour continuer à nous développer. Voilà très très rapidement merci. Mon témoignage. Bon, après, tout n'est pas rose, hein. C'est comme la vie de tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien, des problématiques d'organisation, des problématiques de gestion, des problématiques de projets qui n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaite, etc. etc. On va pas se le cacher, mais en tout cas, nous, on s'appuie sur ce type de dispositif pour développer notre entreprise. Merci pour ce témoignage. Juste peut-être Olivier Compagnie, s'il veut faire bref par rapport au côté laboratoire, parce qu'après, je pense que je laisserai Philippe gérer les questions, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions. Je ne sais pas si Olivier Compagnie veut dire rapidement son retour côté laboratoire. Oui, attendez, je réactive les différents morceaux et bon, je vais faire ça dans la continuité. Oui, effectivement, bon, Olivier Lapierre a déjà dit plein de choses. Ça fait un sacré moment qu'on se côtoie et les projets, on va dire, institutionnalisés nous ont aidés à mettre de l'ordre dans la collaboration et d'essayer d'établir un programme. Alors, ça a été le LabCom qui s'est terminé. Et puis après, ce dispositif Graines. Alors, oui, le Graines, le dossier, on va dire que la rédaction du dossier est relativement simple.
on a bénéficié déjà de tout ce qui était l'accord de consortium de ce qu'on avait fait dans le LabCom, donc on a réutilisé ce travail. La rédaction du dossier, elle n'est pas très poussée, on va dire, elle n'est pas très chronophage. Après, les aspects financiers sont, nous, on les vit de manière un peu contrainte. Donc, effectivement, après, le principe du montage, c'est 25% en argent de l'entreprise et après le reste qui est apporté par région. Ce qui permet de monter quand même des programmes très, très conséquents et de faire un levier intéressant pour se donner les moyens. Après, donc c'est géré par le laboratoire. Donc c'est géré classiquement par le laboratoire. Les personnes qui sont engagées pour travailler sur le projet sont engagées par le laboratoire. Et une des particularités là, de notre projet, c'est que par exemple, le laboratoire travaille sur des thématiques de précision, on va dire, mais qu'on n'est pas équipé des installations adéquates pour faire les tests chez nous. Et donc, les tests se font en entreprise. Donc, on tord un peu le modèle classique, mais le dispositif reste compatible avec ça. Après, donc, du point de vue du laboratoire, c'est relativement simple. L'entreprise le voit moins, mais ce qui est embêtant, c'est la gestion financière. Parce qu'à l'époque, on doit être dans la vague 2, enfin la deuxième fois que l'appel graine était lancé, on a dû répondre. Et on avait été financé sur des fonds FEDER avec toutes les difficultés attachées à ces fonds-là, sur la manière de dépenser l'argent et la rigidité de ce qu'on a proposé. Et comme le disait Nayo, un projet, après, il est vivant. On peut être sur une piste qui n'est pas forcément la bonne et avoir envie d'explorer une autre qui sera plus intéressante. Et là, c'est un peu figé dès le départ. Donc, c'est par rapport à la justification financière, on va dire que c'est un problème qu'on arrive à résoudre, hein, mais c'est un exercice administratif qui consomme un peu d'énergie. Après, le travail se déroule comme pour tout projet, avec l'entreprise qui, en plus de sa contribution, met des moyens humains à disposition, des installations à disposition dans notre cas. Ok, voilà. Merci. On va laisser maintenant Philippe animer la partie questions. Et voilà, merci beaucoup. Ça nous ouvre un certain nombre de perspectives, hein, les différentes possibilités de partenariat. Alors, on a bien compris, ce n'est pas toujours simple. Donc, je crois que moi, j'ai retenu un élément essentiel, c'est qu'il faut se faire accompagner par des gens qui savent. Et souvent, les laboratoires, quand même, ils ont quand même des pistes aussi hein, sur comment est-ce qu'on accompagne les entreprises pour arriver au résultat. Moi, j'ai une question qui me vient d'une des questions qui est posée dans la discussion, c'est quand un étudiant souhaite faire une cifre ou quand une entreprise souhaite recruter un thésard, comment ça se fait la relation? Où est-ce qu'on se rencontre? Où est-ce que l'étudiant va trouver l'entreprise qui va le recruter? Où est-ce que l'entreprise va trouver le thésard? Comment est-ce que ça se passe? Là, je dirais, il y a plusieurs manières de répondre, mais déjà, il y a beaucoup de propositions de thèses CIFRE ou de thèses classiques hein, qui paraissent sur le site du GDR Robotique. Hein. Il apparaît, je dirais, des dizaines et des dizaines chaque année. Donc déjà, un étudiant qui cherche une thèse, à travers toutes les annonces du GDR Robotique, il va trouver des thèses, je dirais, traditionnelles et puis des thèses CIFRE. Déjà, ça c'est la première réponse. Deuxièmement, chaque laboratoire, en général, quand il y a une thèse CIFRE, souvent l'industrie a déjà discuté avec le laboratoire. Hein. C'est vrai qu'il y a déjà la discussion, la collaboration, les embryons, même si ce n'est pas complètement finalisé, sont déjà établis. Et les laboratoires, sur chaque site de tous les laboratoires de France, même je veux dire, au niveau international, il y a des sujets de thèse qui sont affichés.
Donc, en général, un étudiant qui cherche des thèses, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche des thèses en robotique, il va regarder la carte de tous les laboratoires de robotique en France et même peut-être à l'étranger, et il va regarder les offres de thèses qu'il y a. Et parmi ces offres de thèses, il y en aura qui seront des thèses, je dirais, classiques, financées, des thèses de recherche parfois plus fondamentales, et il aura des thèses de chiffres. C'est une piste. Voilà. Après, moi, j'ai déjà eu le cas des étudiants qui ont fait un stage dans l'entreprise. Le stage s'est bien passé dans l'entreprise. Il y a eu des liens à travers le tuteur de suivi de l'étudiant qui était un ancien chercheur dans le laboratoire. Et bien derrière, ça donne lieu à dire oui, mais ce sujet-là, on pourrait le creuser davantage, on pourrait faire une cifre, etc. Voilà. Après, il y a tout un tas de cas qui se passent. Mais je laisse la parole à d'autres personnes. Oui, je peux éventuellement compléter. C'est vrai que le chemin le plus vertueux, je dirais, ça commence par le stage, effectivement, en master d'un étudiant qui se passe bien dans l'entreprise et qui permet aussi à l'entreprise de voir qu'elle peut travailler avec l'étudiant, c'est-à-dire qu'il y a une compatibilité. Et donc, ça donne aussi confiance à l'entreprise pour se lancer sur un engagement plus long de l'ordre de la thèse. Et puis, ce que je voulais dire aussi en complément du témoignage que nous avons eu au début, il y a un fort pourcentage d'embauche des thésards CIFRE ensuite à l'intérieur de l'entreprise, à la suite de leur thèse, et notamment qui est favorisé par le fait que les 2 premières années de travail au sein de l'entreprise à l'issue de la thèse bénéficient aussi d'un crédit impôt recherche très, très renforcé sur les coûts salariaux de la personne qu'on appelle à ce moment-là jeune docteur. Voilà. Et donc, je dirais le chemin le plus idéal, c'est ça. Ça commence par un stage en master qui se passe bien, ça se poursuit par une thèse CIFRE et ça finit par une embauche dans l'entreprise avec des conditions financières très avantageuses. D'accord. Je peux juste compléter aussi. Ouais. Moi, j'ai commencé ma thèse parce que j'avais fait mon stage dans le laboratoire, donc pas dans l'entreprise, mais le laboratoire. Et mon directeur de thèse avait déjà des sujets qui avaient été discutés avec des industriels et me les a proposés parce qu'il pensait que j'étais une bonne candidate. Donc ça peut aussi se faire par un stage, c'est un stage de fin de master, mais dans le laboratoire. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que tout ça, ça passe par des processus, des formulaires, etc. Mais au départ, c'est des relations humaines, en fait. Hein. C'est que voilà, les gens se sont rencontrés dans une entreprise, dans un laboratoire, ça s'est bien passé et ça permet de continuer à travailler ensemble. Donc, il y a Marc Bouffard qui nous a mis dans les commentaires le site web du GDR Robotique pour ceux qui seraient intéressés pour bénéficier pour pouvoir avoir un sujet de test CIF. Et donc, on a Joanne qui nous donne un petit attention, les subs sont pas enlevés du crédit impôt recherche. Oui, bien sûr, on ne va pas être financé 2 fois non plus. Après, j'ai une question de Guillaume, alors qui est un peu longue, je vais essayer de la relire. Un discours très intéressant sur les difficultés de transfert de connaissances entre labo et entreprise. Notre société, Push4M, a développé une brique techno TRL5 de muscles biomimétiques. Alors ça, c'est intéressant, c'est une information donc, qui peut intéresser beaucoup de monde pour la robotique. Et nous sommes en recherche de partenaires académiques pour caractériser notre techno et imaginer les nouveaux usages qu'elle ouvre. Et tout ça sans avoir de ressources RH liées à la gestion de gros projets. Donc ça, c'était pas une question en fait, hein, c'était plutôt une annonce. Hein, j'en profite, c'était un message publicitaire. Et donc, tout à fait. il y avait une question quand même qui est derrière, c'est la vallée de la mort est-elle entre TRL 5 et 6? Alors je ne sais pas si c'est Johan qui avait lancé ce sujet, s'il veut répondre à cette question. Clairement, oui. Enfin, je dirais de 3,5 à 6, enfin, je sais, ça va dépendre de la définition exacte pointue qu'on fait, mais ouais, le TRL5 au milieu, il est maudit, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est compliqué. Hein, sortir la techno du labo, ça peut prendre beaucoup de temps. Un laboratoire, il va faire un état de l'art, il va faire une preuve de concept, il va prouver que ça marche, par exemple, sur un rendement technique, un soft, il va développer une brique logicielle, un Python. Le tout, c'est d'avoir des arguments scientifiques pour prouver que ça fonctionne. Sauf que ça, ce n'est pas intégrable directement, c'est beaucoup de temps pour transformer tout ça et le rendre intégrable et l'industrialiser derrière, quoi. Et ça, on l'oublie souvent, même souvent la personne qui s'en occupe, le chercheur, l'ingénieur,
c'est quand même, il y a quand même beaucoup de déni là-dessus, sur ces phases-là. Il faut être vachement vigilant. La même personne qui aurait fait sa thèse CIF sur le sujet peut se casser les dents ensuite à le porter à un niveau TRL supérieur. Ça arrive régulièrement. Donc oui, c'est compliqué ce passage-là. On en est quand même bien conscient, hein, dans les labos, globalement. Oui, ça, je n'en doute pas, oui. Mais je veux dire, c'est la perception qu'on peut en avoir de l'entreprise. Hein. Le labo, j'en suis persuadé. Mais voilà, c'est jamais du tout cuit. Hein. Souvent, on peut penser que la techno existe, ça va être facile de la porter. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut, en fait, c'est vrai que c'est pas facile. Par contre, savoir utiliser un peu les outils qui existent. Tout à l'heure, on parlait des stagiaires. Par exemple, dans Graines, vous avez le droit, justement, à partir du moment où c'est un projet où il y a des entreprises, vous avez des étudiants qui peuvent être en stage ou carrément, vous pouvez très bien demander, si c'est un enseignant-chercheur, d'utiliser des étudiants en Master 2 pour réfléchir sur votre sujet. Et en fait, au cours du travail, vous allez remarquer les étudiants les plus dynamiques, les plus actifs que vous pourrez récupérer pour faire une thèse CIFRE, par exemple. Ça, il y a des stratégies de ce type-là. Il existe aussi un dispositif prime que la région finance aux établissements pour financer ce qu'elle appelle des business développeurs. En gros, être capable d'aller trouver des laboratoires et leur proposer les technos, les savoirs qu'il y a dans les labos. Mais il y a aussi une possibilité de produire, développer des prototypes industriels. C'est aussi une possibilité offerte par prime. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, entre la prématuration prime graine et puis Redinov, il y a de quoi diminuer les risques. Et par contre, il faut être très proche des laboratoires dès le départ pour en fait gérer les risques. À la limite, peut-être faire porter le risque par le labo s'il est financé par de l'argent public, et puis gérer la suite, ensuite avec l'entreprise à travers un accord de consortium. Tout à l'heure, Arnaud Bottin nous disait qu'il était utile de se faire accompagner par des gens comme Haddock. Je pense que justement, là, on a des experts chez eux pour pouvoir savoir quel est le dispositif qui correspond le plus au projet. Parce qu'en général, on ne vient pas en disant « je veux faire un projet CIFRE » ou « je veux faire un projet graine ». On dit « j'ai besoin de développer une technologie ». Tout à fait. Quand j'ai parlé d'accompagnement par Haddock, c'est exactement ça. Après, effectivement, il y a des accompagnements, et Haddock, cet accompagnement, il est gratuit. Hein. Donc après, vous avez un accompagnement moyennant finance par des cabinets spécialisés qui vont vous accompagner, par exemple, sur le montage financier, sur l'ingénierie financière, et notamment, en fait, voilà, il faut penser à l'ingénierie financière. Il faut penser que quand on demande des subventions, il faut aussi, ça coûte du temps, donc ça coûte aussi de l'argent. C'est pas juste je demande de l'argent et j'ai l'argent et le brut égale le net. Donc il y a de l'ingénierie financière, il faut investir du temps pour chercher des subventions et ensuite pour les justifier. Il faut déjà introduire dans son calcul ce que coûte la gestion même de la subvention. Voilà. Et il y a des cabinets privés qui peuvent vous aider à ça, mais qu'il faudra payer aussi. Et ce que je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que quand vous vous faites accompagner de façon donc onéreuse, regardez bien les contrats aussi. Puisque dans ce cas, enfin en ce qui concerne le CIR en tout cas, je peux le dire que bon, il y a des cabinets qui ont intérêt effectivement à ce que vous déclariez un maximum de crédit impôt recherche parce qu'ils se rémunèrent sur ce volume-là. Donc il faut quand même un petit peu faire attention et ne pas complètement leur déléguer, leur sous-traiter en fait le travail. Il faut les suivre, il faut interagir avec eux, il faut les surveiller pour éviter parfois de tomber dans certains pièges. Donc, voilà, un accompagnement sur la mobilisation de dispositifs qui peut être gratuit par Haddock, qui peut être, vous avez des conseils aussi, je peux en donner, mais je n'accompagne pas, ce n'est pas mon rôle, parce que justement, je ne vais pas sur le terrain des accompagnateurs à titre onéreux. Voilà. Mais il faut vraiment, ce qui est important, c'est qu'il faut intégrer la dimension gestion d'entreprise. D'ailleurs, la meilleure assurance contre l'échec industriel ou contre les risques de la recherche, c'est quand même d'avoir du chiffre d'affaires, d'avoir des ressources, de toute façon, pour pouvoir justement prendre ces fameux risques. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de ressources financières, si vous n'avez pas d'investisseurs, etc., si vous prenez des risques liés intrinsèquement à la R&D c'est risqué, eh bien, effectivement, ça risque de faire très mal lorsqu'il y a un échec.
Donc effectivement, là, la vallée de la mort, bah, on arrive à la passer quand on a plusieurs projets, pas tous ses œufs dans le même panier, et qu'on a du chiffre d'affaires, qu'on a des produits qui marchent bien. Ok, je vois qu'il y a quelques passages encore qui passent sur les questions-réponses. Donc, il y a quelqu'un qui pose des questions par rapport à TRL. Ce qui serait intéressant, Marc, c'est si tu pouvais nous trouver l'endroit où on a la description de TRL1, TRL2, TRL3, à quoi ça correspond. Je sais qu'on trouve ce genre d'informations. Le mieux, c'est Wikipédia. Pour ça, Oui, oui, voilà. là, Oui, tout à TRL, fait. Wikipédia. Ah ouais. Donc, voilà. Et donc, c'est intéressant de regarder effectivement à quoi correspond TRL5, à quel niveau on en est. Est-ce que c'est du proto, est-ce que c'est des projets conceptuels, etc. Donc, plus on est TRL bas, plus c'est du concept, et plus on est TRL haut, plus on est près du produit final. Voilà, donc j'ai plus d'autres questions qui apparaissent sur le fil de discussion. On a bien abordé aussi, on a débordé un peu sur le temps. Moi, j'aurais peut-être juste une impression qui me revient en fin de conférence comme ça, c'est de se dire, bon, bah voilà, effectivement, le fait de faire de la recherche, c'est compliqué de toute façon. Travailler à plusieurs, ça demande aussi un peu d'effort. Surtout quand on est dans des environnements qui ne sont pas les mêmes. Mais donc, il y a des aides qui existent, beaucoup d'aides, peut-être trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, ça nécessite de se faire accompagner pour pouvoir faire le tri dans ces aides. Et donc, on a des organismes qui existent, donc soit ad hoc, donc financés par la région, soit des organismes privés qui vont se financer sur les subventions que vous allez obtenir. Et globalement, on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui font des projets de partenariat en collaboration avec des laboratoires de recherche, et que au final, on voit que ces sociétés sont aussi des belles sociétés qui réussissent de jolis projets. Et donc, quelque part, ce partenariat, il est positif, et ça continue, c'est que ça marche, que ça prouve que ça marche. Je ne sais pas, Michel, si tu voulais ajouter un mot de conclusion. Ah, moi, je tenais à remercier tout le monde. C'est vrai que toujours pareil, hein, je crois que la vie, elle est faite de relations humaines, hein, et c'est vrai que moi, je m'aperçois que les années que j'ai fait avec les industriels ou des collaborations que j'ai fait, ça a été souvent des relations humaines qui se sont bien passées, sur lesquelles on a eu envie d'aborder. On avait des points communs au niveau scientifique, bien sûr, eux avec une application et moi plutôt sur des recherches fondamentales. Je crois que c'est le point important. Après, que ça soit difficile, oui. Après, c'est vrai que nous, en tant que laboratoire, quand on sait qu'on fait un projet ANR, il y a à peine 10 ou 12% de projets acceptés, c'est vrai qu'il y a du temps à investir. Alors, c'est vrai que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais un chercheur qui passe beaucoup de temps à monter des projets, il ne fait pas de recherche. Et donc, il le paye, quelque part. Hein. C'est vrai qu'il le paye parce qu'il ne publie pas, ça veut dire, quelque part. Hein. Donc, sa recherche n'avance pas. Donc, il ne faut pas croire, pour un laboratoire aussi, lorsqu'on a des projets européens ou des ANR qui sont en échec, ça nous coûte. Alors, c'est vrai que ça ne coûte pas directement de l'argent, mais ça coûte du temps chercheur. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'on a besoin de financement, moi je me rappelle une époque, il y a 10 ans de ça, ou même non, plus que ça, un peu plus de 10 ans, 12 à 15 ans de ça, notre groupe de recherche était un négatif, très négatif. Eh bien, on a eu la majorité des chercheurs qui ont monté des projets. Et bien, l'activité recherche, pendant un an ou deux, il n'y a pas eu grand-chose. Hein, voilà. Et puis après, on a eu de l'argent, et OK, on est reparti. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose parfois que je dirais, les gens n'ont pas conscience, mais aussi pour un laboratoire, ça prend du temps. Hein, parce que à un moment donné, il faut la faire, la recherche. C'est bien beau de faire des projets, mais à un moment donné, il faut avoir des arguments pour dire, OK, ça va marcher, ou ça marche, on a des preuves, on a des prototypes. Voilà, donc je ne sais pas si Marc peut-être veut dire quelques mots pour conclure. Je veux bien ajouter Ou un Olivier. petit point. Ouais. Oui. Oui, globalement, de mon expérience, si on a un projet intéressant, un consortium intéressant, se faire financer, c'est pas tant un problème que ça. On arrive à trouver des financements pour le faire en partenariat. Après, voilà, il faut que ce soit utile pour tout le monde, l'industriel et les chercheurs. Mais moi, ce qui m'embête dans ces dispositifs, en fait, quel que soit,
c'est qu'il y a des financements qui sont disponibles et il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant. Celles qui gravitent autour de la recherche, on les voit et c'est assez facile. Mais des fois, à l'occasion de visites de stage, je ne parle pas de master ou de choses comme ça, je parle de petits niveaux de stage parce qu'on suit des étudiants qui ont des petits niveaux des fois aussi. On découvre des pépites, personne n'en a entendu parler. C'est des entreprises qui mériteraient d'avoir du support pour décoller et aller plus loin. Donc, moi, c'est un problème d'information. Enfin, je pense qu'il y a des pépites qu'on n'aide pas et qui sont hors des circuits classiques. Et là, il y aurait aussi un gain à faire. Oui, effectivement, je pense que c'est une très bonne remarque. Effectivement, et c'est un petit peu l'objectif de ces journées, enfin, de ces conférences, c'est essayer de faire connaître un petit peu ces systèmes. Peut-être Marc, tu veux conclure un petit peu ou... Ouais, je peux conclure si vous voulez. Je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter, si ce n'est que justement sur ces dernières remarques, je pense que ça peut être un des rôles du cluster Robotics Place. Donc, bon, aujourd'hui, on n'est pas 100 participants, mais la réunion est enregistrée et je pense que Philippe, on va essayer de donner suite aussi à ces actions et d'informer en tout cas les membres de Robotics Place et peut-être plus largement tous ceux qui peuvent consulter le site web. Non, c'est une conférence que j'ai loupé une grosse partie. Je voulais voir s'ils avaient fini ou pas. Jean-Baptiste, à ton micro ouvert. Baptiste, tu voulais faire un commentaire? Non, je venais juste de me reconnecter en ayant retour de chercher les enfants, donc je voulais voir ce qui se passait. Juste parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que c'était compliqué, il y avait plein d'aides, etc., plein de choses à trouver. Quand même, dans la loi de la recherche là, qui va arriver, il va y avoir des choses qui ciblent les entreprises, comme les chaires industrielles, etc. Peut-être qu'il faut réfléchir des stratégies d'entreprise collectives à travers des chaires industrielles. C'est-à-dire, du coup, peut-être réfléchir à des troncs communs qui ne sont pas dans le domaine, je dirais, de la compétition entre deux boîtes, et peut-être, du coup, développer des partenariats à plus long terme avec les chercheurs et les enseignants, de façon à avoir une technologie qui évolue dans le temps. Justement, on parlait de maturation TRL, et en même temps, qu'il y ait un lien direct entre les étudiants formés et les entreprises, pour que les entreprises connaissent un peu les étudiants qui travaillent un peu dans ce cadre-là de projets d'entreprise, de façon à pouvoir, à la limite, à un moment donné, soit les embaucher en tant qu'ingénieur ou docteur à travers des chiffres, etc. Donc, en gros, le process, il se fera beaucoup plus naturellement. Pour préciser, donc les chaires industrielles sont financées sur 4 ans. Par l'ANR qui va apporter un montant financier à concurrence de l'apport financier des entreprises et donc pour travailler en commun sur des projets, sur des thématiques, donc en collaboration sur une thématique à finalité industrielle. Voilà, donc effectivement, ça implique plusieurs entreprises en lien avec au moins un laboratoire dans lequel se situe la chaire industrielle. Très bien, ça nous donne des perspectives de développement au niveau de Robotics Place. Ça va être un sujet qu'on va pouvoir aborder. Merci. Voilà, donc on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. La conférence a été enregistrée, elle sera mise sur la chaîne YouTube de Robotics Place et on fera aussi un petit message à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a encore une conférence dans le cadre de nos mardis techno sur le thème de la cybersécurité. Et quand on aura fait donc toutes nos conférences mardi techno, à ce moment-là, on fera une communication un peu plus vaste pour pouvoir mettre en avant ces conférences. Voilà, je remercie tous nos intervenants. Merci aux participants d'être restés avec nous jusqu'au bout, et les questions que vous avez pu poser. Et puis, on se retrouve mardi prochain pour le prochain mardi techno sur la cybersécurité. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci à tous.